Les amis, salut à tous, c'est Nassim, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on compare protéines animales et protéines végétales. Mais on va pas forcément parler de compléments alimentaires, parce que lorsqu'on parle de protéines animales et végétales, il y en a beaucoup qui associent ça aux compléments alimentaires. Et d'ailleurs, j'ai deux pots sous les mains, protéines végétales ici, protéines animales ici. Ça c'est issu du lait, ça c'est issu d'un mix de riz, de pois, de chanvre, etc. On en parlera quand même un petit peu en fin de vidéo, mais on va surtout se concentrer sur les protéines au sens propre du terme. Donc, issus de la nourriture solide. Et sur le sujet, il y a plein de trucs à dire. On va parler évidemment d'aminogrammes, on va parler de biodisponibilité aussi, on va parler de matrice alimentaire. On va essayer de comparer les deux, ou en tout cas de différencier les deux pour que vous y voyez un peu plus clair et pour que vous puissiez être à même de faire de meilleurs choix dans votre programme alimentaire. Déjà, il faut dire un truc, les ressources auxquelles on a accès aujourd'hui, elles sont incroyablement plus nombreuses et qualitatives qu'il y a 20 ans. Encore heureux. Mais pour ceux qui ont commencé la muscu comme moi il y a un petit moment, il y a plus de 10 ans, moi je fais de la muscu depuis plus de 14 ans maintenant, je peux vous dire que la façon de traiter ce sujet, c'est le jour et la nuit. Les recommandations qu'on pourrait faire aujourd'hui, elles sont incroyablement différentes de celles qu'on pouvait faire il y a une quinzaine d'années. Et encore une fois, c'est tant mieux, parce que dans la plupart des cas, les recommandations qu'on pourrait faire aujourd'hui, d'une, elles nous facilitent la vie, de deux, elles nous permettent dans un sens d'avoir de meilleurs résultats, et de trois, elles nous permettent aussi dans un sens d'être plus attentifs à notre bien-être, mais aussi à celui de l'environnement. Alors qu'il y a 15 ans, ça c'est un peu mon avis personnel, j'ai l'impression que la pratique de la musculation, déjà que c'est un sport très égoïste, elle était encore plus égoïste, c'est-à-dire qu'on était quand même renfermé dans une bulle, entre guillemets, et qu'on se souciait pas forcément du reste. Moi perso, je me souviens d'une époque, c'était il y a au moins 10 ans, où les seules ressources auxquelles j'avais accès en termes de diététique, c'était des magazines muscle et fitness, pas génial comme référence. Avec ces ressources-là, j'étais amené à penser que pour prendre du muscle, il fallait absolument manger 400 grammes de blanc de poulet par jour, 200 grammes de bœuf, 200 grammes de cabillaud, et puis 5 ou 6 œufs entiers. Et ça, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, il y a bien des moments où je faisais peut-être 7, 8 repas par jour, avec 5 ou 6 repas solides, et puis 2 shakers de protéines. Donc imaginez l'apport en protéines animales. Et le pire, c'est qu'à aucun moment, ça ne m'a fait progresser plus vite. Je consommais des quantités énormes de viande, donc point de vue santé, c'est pas génial. Point de vue environnement, c'est une catastrophe. Mais encore une fois, ça crée un environnement qui n'est absolument pas compatible avec une vie normale, entre guillemets. Et ça, moi, à l'époque, ça me plaisait. Je me disais, je fais les choses différemment des autres, donc forcément, je vais avoir des résultats que les autres n'ont pas. Sauf que je me trompais royalement. Mais bon, on apprend toujours de ses erreurs, et c'est clair qu'aujourd'hui, non seulement je ne referai plus jamais la même chose, mais en plus, je ne conseillerais jamais à quelqu'un de faire ça. Mais bref, ça, c'est peut-être un autre sujet. Concrètement, qu'est-ce qui différencie une protéine animale d'une protéine végétale? Peut-être que vous ne le savez pas, une protéine, c'est composé de plusieurs acides aminés. Cette constitution en acides aminés s'appelle l'aminogramme. Un petit exemple, des œufs et du saumon sont tous les deux constitués de protéines, mais l'aminogramme de ces deux produits est différent puisque les quantités en acides aminés vont être différentes. Ces acides aminés, il en existe un certain nombre et ils sont divisés en deux catégories. Les acides aminés essentiels, peut-être que vous avez déjà entendu ce terme, surtout lorsqu'il est question de compléments alimentaires par exemple, et on a de l'autre côté les acides aminés non essentiels. Qu'est-ce qui les différencie? Les acides aminés essentiels ne peuvent pas être synthétisés par votre propre corps, alors que les acides aminés non essentiels peuvent être et sont synthétisés par votre propre corps. Donc le seul moyen d'apporter à votre corps ces acides aminés essentiels, c'est de consommer des aliments qui en contiennent. La principale différence entre protéines animales et protéines végétales, c'est que les protéines animales contiennent ces acides aminés essentiels qui sont au nombre de 9, alors que la plupart des protéines végétales, c'est pas le cas pour toutes, mais la plupart des protéines végétales ne contiennent pas l'ensemble des acides aminés essentiels. Mais du coup, pour que la synthèse musculaire soit maximale, entre autres, là on parle juste de prise de muscle, mais les acides aminés interviennent dans la constitution de tous les tissus de votre corps, que ce soit les cheveux, les yeux, votre peau, les ongles, et du coup aussi les muscles. Pour que l'anabolisme musculaire soit maximal, il faut pouvoir apporter l'ensemble des acides aminés essentiels. Du coup, il y a 15-20 ans, on se disait un truc assez simpliste. Étant donné que les protéines végétales ont un aminogramme moins complet que les protéines animales, eh bien pour maximiser la prise de muscle, il faut consommer des protéines animales. Peut-être que si je vous dis ça aujourd'hui, vous trouvez ça aberrant. Et à juste titre, mais imaginez qu'il y a 15-20 ans, conseiller à un sportif de faire un repas sans source de protéines animales, eh bien c'est ça qui était aberrant. C'est quand même dingue à quel point les points de vue ont changé. Et encore une fois, je le répète, c'est une bonne chose. Et au fur et à mesure des années, on est passé de votre repas doit absolument être constitué d'une source de protéines animales pour vous apporter l'ensemble des acides aminés essentiels. Ce constat a évolué en peu importe que vous consommiez des protéines animales ou végétales, à partir du moment où, grâce à l'association de certains aliments, vous pouvez obtenir les 9 acides aminés essentiels, eh bien il n'y aura pas de problème en termes de développement musculaire. C'est pour cette raison que beaucoup de végétariens vont faire des associations d'aliments dans chacun de leurs repas pour justement apporter à leur corps l'ensemble des acides aminés essentiels. Mais aujourd'hui, on est passé à des recommandations encore plus flexibles, c'est-à-dire que si
sur l'ensemble d'une journée, l'association de tous les aliments de votre plan diététique vous permet d'apporter à votre corps l'ensemble des acides aminés essentiels en quantité suffisante, eh bien il ne devrait pas y avoir de différence sur le développement musculaire. Et ça, c'est quand même en soi une super nouvelle, parce que ça peut déculpabiliser, entre guillemets, beaucoup de sportifs qui n'avaient recours qu'aux protéines animales en ayant peur d'y laisser leur performance. Donc, moralité, d'un point de vue aminogramme, pur et dur, effectivement, les protéines animales sont supérieures. Sauf que votre plan diététique sur une journée n'est jamais constitué d'une seule source de protéines, que ce soit animale ou végétale, mais est constitué d'une association d'aliments qui font que, de toute façon, si vous faites les bons choix alimentaires, vous allez apporter à votre corps l'ensemble des acides aminés essentiels importants à la construction musculaire. Donc, si on compare 100 g de bœuf et 100 g de riz, évidemment que les protéines issues du bœuf vont avoir un aminogramme plus complet. Mais personne ne mange que du bœuf ou que du riz sur une journée, et à partir de ce moment-là, on peut en conclure que, peu importe la source de vos protéines, animales ou végétales, si vous avez une alimentation qualitative et assez variée, eh bien vous n'avez pas trop de soucis à vous faire par rapport à cette question-là, à condition d'atteindre votre quota en protéines journalier. Et je trouve que c'est une très très bonne chose, c'est très positif de pouvoir raisonner de cette façon-là. Et c'est un peu comme le quota en protéines journalier justement. À une époque, on conseillait aux pratiquants de musculation d'avoir une certaine quantité de protéines à chacun des repas. Mais vous avez vu que maintenant les recommandations sont un peu différentes. On parle de quota journalier sans trop s'embêter à avoir 30, 35 ou 40 grammes par repas et à faire un repas toutes les 2 heures. Et bien pour la source de protéines, c'est un peu la même chose. On va prendre la journée complète comme référentiel et si l'alimentation est assez variée, on est bon. Ensuite, parlons biodisponibilité. Est-ce que la biodisponibilité des protéines animales va être plus intéressante que celle des protéines végétales? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la biodisponibilité, je vais vous lire la définition très rapidement. La biodisponibilité est la proportion d'une substance qui atteint la circulation sanguine sous forme inchangée. Je pense que là, on ne peut pas faire plus explicite. Et si vous tapez sur Google biodisponibilité des œufs, du poulet, du thon, du saumon, du riz, etc., vous allez tomber sur un certain score. Ce score, plus il est haut, mieux c'est. La whey, par exemple, que je vous ai montré tout à l'heure, a une biodisponibilité maximale. Ce qui veut dire, pour simplifier beaucoup les choses, que si vous faites un shaker qui contient 30 grammes de protéines, eh bien, il va y avoir peut-être 99% de ces 30 grammes qui vont passer dans la circulation sanguine. Ce qui n'est pas le cas de certains autres aliments. Le thon en conserve, par exemple, aurait une biodisponibilité allant de 26 à 76%. Je sais, c'est une fourchette énorme, mais tout ça pour vous dire que 20 grammes de protéines issues du thon en boîte ne vaudra jamais 20 grammes de protéines issues des œufs, par exemple, ou 20 grammes de protéines issues de la whey. Mais le truc avec la biodisponibilité, c'est qu'il semblerait que les protéines de source animale soient plus hautes que les protéines de source végétale. Ça, a priori, c'est un fait. Sauf que on pourrait discuter très longtemps sur le réel intérêt de mesurer la biodisponibilité d'un aliment. Parce qu'en fonction de la mesure, en fonction de l'aliment en question, on peut se retrouver avec des fourchettes énormes, comme celle que je viens de vous citer pour le thon qui va de 26 à 76%. Ce chiffre-là, on n'en fait pas grand-chose. On sait juste qu'il va être inférieur à la whey et aux œufs, par exemple, mais de 26 à 76%, il y a un monde. Et cette biodisponibilité, on peut la mettre en parallèle avec l'effet matrice des aliments. Quand on compare, par exemple, un blanc de poulet que vous auriez acheté chez le boucher et du blanc de poulet en tranche que vous pourriez acheter au supermarché, dans les deux cas, on a du blanc de poulet. Dans les deux cas, a priori, la valeur nutritionnelle est la même, sauf que pour passer du blanc de poulet, du vrai blanc de poulet à du blanc de poulet en tranche, eh bien la matrice n'est plus la même. Et il semblerait que ce changement ait des incidences sur la digestion, l'assimilation et probablement la biodisponibilité. C'est absolument pas la même chose de manger une pièce de bœuf achetée chez le boucher et un steak haché 5% de matière grasse. Le fait d'avoir haché du bœuf et de l'avoir probablement associé à d'autres choses, ça peut être des conservateurs, ça peut être des exhausteurs de goût, etc. La matrice n'est plus la même et donc les effets sur le corps ne sont probablement plus les mêmes. Donc il se pourrait effectivement que la biodisponibilité des protéines animales soit supérieure à la biodisponibilité des protéines végétales, sauf que le degré de transformation de l'aliment que vous allez consommer fait qu'en fin de compte, on ne peut pas vraiment prendre les chiffres de biodisponibilité au pied de la lettre. Il faut faire preuve d'une certaine nuance et ne pas ranger certains aliments dans des cases bonnes ou mauvaises. Vous voyez que là déjà, on a dit un certain nombre de choses très très intéressantes. Et puis en plus de tout ça, en plus de l'aminogramme, en plus de la biodisponibilité, en plus de l'effet matrice, il y a sûrement d'autres choses à prendre en compte. Aujourd'hui, et à juste titre, on est très sensible aux questions environnementales. Est-ce que dans une logique de développement durable, les protéines animales sont moins bonnes ou meilleures que les protéines végétales? On serait tenté de dire que ce n'est pas le cas, même si je pense qu'il y a encore beaucoup de discussions à faire sur ce sujet. Et puis il y a aussi forcément les questions morales. Est-ce que
que d'un point de vue moral, c'est mieux ou moins bon de consommer des protéines animales ou des protéines végétales? Je suis pas là pour répondre par oui ou par non, je pense que c'est une question à laquelle vous devez répondre vous-même et voir en fonction de votre sensibilité personnelle peut-être si oui ou non l'une est supérieure à l'autre. Aujourd'hui, de toute façon, il y a un truc qui est sûr, que ce soit pour la musculation ou les autres sports, il n'est absolument pas nécessaire de consommer des protéines animales à chaque repas. Il n'est même probablement pas nécessaire de consommer des protéines animales tous les jours. L'important, c'est d'essayer de respecter son quota en protéines journalier pour apporter les nutriments nécessaires à la construction musculaire, sans trop se préoccuper de l'aminogramme de tel ou tel aliment. Bien sûr, l'idéal est de consommer les aliments les moins transformés possibles, en essayant de faire des associations cohérentes en fonction de vos goûts personnels, en fonction de la saison aussi, et en fonction de ce qui est disponible autour de vous. Et pour terminer, parlons un peu des compléments alimentaires, parce que maintenant, vous avez des poudres protéinées qui sont toujours à base de lait, et vous avez des poudres protéinées qui sont une association de plusieurs sources de protéines végétales. Compte tenu de tout ce que je viens de dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous réexpliquer que vous n'avez pas forcément besoin de whey, et que votre apport en protéines peut tout à fait être constitué de sources végétales? Bon, ça c'est dans la théorie, mais dans la pratique, il y a d'autres choses qui vont guider votre choix. Vos goûts personnels, parce que le goût de ces protéines n'est pas exactement le même, la texture n'est pas forcément la même, l'apport calorique et en macronutriments n'est pas forcément le même. Donc vous l'avez bien compris, c'est pas soit noir, soit blanc. À vous de faire les choix qui correspondent le plus à votre mode de vie. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez la liberté de choisir ce qui vous correspond le mieux, sans vraiment se poser la question de la source de ces protéines. Ok les amis, je pense qu'on a fait le tour. Je crois que c'était une longue vidéo, j'espère que vous avez tenu le coup jusqu'à la fin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, ça fait du bien au référencement, moi aussi ça me fait plaisir. On clique sur le bouton s'abonner, on active les notifications aussi en cliquant sur la cloche. On n'oublie pas le petit pouce en l'air forcément, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre attention et à plus tard.